Nous sommes toujours le mercredi 22 octobre 2014 et je voudrais continuer à parler de problèmes linguistiques en vous faisant part de mes réflexions les plus récentes, donc pas forcément totalement abouties, vous comprendrez bien. On ne peut pas avoir le beurre à la jambe du beurre. Et une des supériorités du français qui a fait son rayonnement pendant près de 1000 ans, c'est que, qui continue à le faire indirectement par le biais d'autres langues qui ont lourdement emprunté au français comme l'anglais, mais aussi comme l'allemand, et sans d'autres et d'autres cas, c'est que le radical verbal n'est pas modifié fondamentalement en français, sauf dans des exceptions. Ce qui est nullement le cas, bien entendu, des langues sémitiques. Moi, je suis donc sémitisant, j'ai fait une langue so, et en hébreu, le radical est au niveau consonantique, certes, ne bouge pas, généralement, mais par contre, les voyelles sont des marqueurs de temps, notamment, et changent constamment, selon les configurations. Bon. Donc ça, c'est une difficulté considérable qui pénalise l'apprentissage de ces langues sémitiques, et notamment de l'hébreu et de l'arabe. Même si les règles sont relativement claires, par ailleurs. Dans le cas de l'anglais, la difficulté, ce sont ce qu'on appelle les verbes irréguliers. Je ne sais pas si on dit irrégulier ou fort, enfin bon, peu importe. Du genre I made, ou I know, knew, known, etc. Là aussi, on fonctionne un peu comme dans le cas des langues sémitiques, c'est-à-dire qu'on a des voyelles qui changent selon le temps. Dans ce sens-là, effectivement, curieusement, le germanique est plus proche des langues sémitiques que le français, et peut-être que l'italien. Il y a des rapports très intimes entre le français et l'italien, beaucoup plus qu'entre le français et l'espagnol d'ailleurs. Et c'est une difficulté, et justement, c'est pourquoi l'anglais a adopté massivement depuis le XIe siècle, de façon quasiment continue, des ribambelles de verbes français. Ce qu'on appelle les verbes faibles. Alors le verbe faible ne pose pas de problème, on met simplement ed à la fin, mais le radical, aussi bien consonantique que vocalique, est immuable. I change, I will change, I changed. Le change, il est toujours là. À la limite, qu'il soit au passé, au futur ou n'importe quoi, ça devient un épiphénomène, on sait qu'il est question de change. Par exemple, I brought, alors là, brought, c'est pas du tout évident. Hein. Et là, on retrouve une problématique sémitique. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi les Anglais se sont impliqués aussi fortement au Moyen-Orient, notamment en Palestine. Enfin, je plaisante. Et donc, l'intérêt de l'emprunt du français, par exemple, emprunter, j'emprunte, j'emprunterai, j'empruntais. On reconnaît de toute façon l'emprunt, sans avoir à savoir si c'est des consonnes, des voyelles, etc. Ce qui est un peu compliqué, vous direz, parce qu'on a une approche globale du mot. Donc là, le charme du français est évident. Il est évident et il est la règle générale. Bon, évidemment, il y a quelques exceptions, et des verbes un peu bizarres comme pouvoir, aller, enfin il y a une quinzaine, une vingtaine de verbes qui sont un petit peu spéciaux et archaïques, si on peut dire, mais en règle générale, par exemple, même j'écris, j'écrirai, j'écrivais, bon,
quand vous entendez j'écris, vous entendez écrit, vous comprenez ce que ça veut dire. Maintenant, est-ce que c'est au passé ou au futur? Bon, vous pouvez le savoir intuitivement ou bien en connaissant la règle grammaticale de la morphologie du français. Mais ce qui est important, c'est que le verbe garde une sorte de présence immédiate au-delà même de savoir si c'est tel temps ou tel mode ou telle personne. La présence est là. Nous écrivions, j'écrirais, il écrivit. Donc, je crois que là, on met le doigt sur une des singularités du français. On peut peut-être le retrouver aussi, je ne vais pas encore chercher sur ce point, enfin, dans d'autres langues latines, mais ce qui est clair, c'est que le français porte haut les couleurs de cette latinité, c'est-à-dire de cette espèce de constance de la forme verbale, basique, n'est-ce pas, par-delà les déclinaisons ou les conjugaisons qui pourraient se greffer dessus, ou les préfixations, etc. Donc on comprend immédiatement le cœur du message. Hein. Je me souviens, c'est pas le meilleur exemple, mais il y a je me souviens, je me souviendrai, je me souvenais, je me suis souvenu. Bon, c'est un cas déjà un peu plus compliqué, ça fait partie de ces verbes un peu irréguliers dont je parlais tout à l'heure. Mais malgré tout, on perçoit le processus, qui a d'ailleurs donné le mot souvenir que tout le monde connaît. L'anglais, si on le supprimait les verbes d'origine française, se retrouverait avec une série de verbes qui sont méconnaissables, comme I get, got. C'est déjà une gymnastique particulière. Je ne suis pas obligé de reconnaître que c'est le même verbe dans les deux cas. Qu'est-ce qui me le dit? Alors, bien sûr, un linguiste dira oui, mais ce sont les mêmes consonnes. Mais oui, mais les mêmes consonnes, on s'en fout, les mêmes consonnes. Ce qui est important, c'est le mot dans sa globalité. Cette différenciation entre la consonne et la voyelle, c'est déjà un parti pris, suspect d'ailleurs. Parce que moi, je soupçonne souvent les linguistes de présenter les choses de façon à avantager certaines langues, ou du moins à les désenclaver. Alors, bon, on aurait beaucoup à dire là-dessus, mais c'est pas par hasard qu'on parle de phonologie, c'est pas par hasard qu'on parle de radical, consonantique. C'est parce qu'on ne veut pas, on veut cacher certains processus hybrides, on veut cacher le fait que le verbe se présente sous des formes extrêmement diverses qui font qu'on ne le reconnaît pas facilement, du moins dans un premier temps. Il y a des calculs qui sont un peu scabreux et qui sont apologétiques de cette manière. Alors établir des lois linguistiques pour sauver la façade et la face d'une langue, ça me paraît un petit peu quand même tordu comme comportement. Voilà. Et je me réserve de travailler ultérieurement sur ce qui distingue les langues latines entre elles, y compris le latin d'ailleurs. Est-ce que le français constitue un progrès quelque part par rapport à ces langues latines? Est-ce que c'est ce progrès qui lui a donné cette supériorité, ou bien, en fin de compte, est-il totalement identique globalement aux autres langues? Mais je vois notamment, il faudrait voir, n'est-ce pas, c'est facile, il suffit de prendre des gens qui ne connaissent pas une langue et de leur donner des mots de cette langue et de voir s'ils se repèrent facilement. C'est ce que j'appelle l'ergonomie des langues.